Bonjour Hélène Carrère d'Ancos, c'est un honneur de vous accueillir, vous, madame, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. C'est vrai que vous tenez à ce que ça reste secrétaire perpétuelle sans féminisation de cette appellation. Oui, parce que malgré tout, je dirais que d'abord, on dit madame le secrétaire perpétuel, on ne dit pas secrétaire perpétuel. Hein, oui. Le secrétaire. C'était le secrétaire du roi, c'était une vraie fonction, alors que la secrétaire, c'est celle qui tape à la machine. Ah bon, alors vous ne voulez pas être la secrétaire qui tape à la machine, vous êtes madame le secrétaire. Oui, puis c'est une fonction, elle existe depuis le XVIIe siècle. Je trouve que c'est une fonction, ça n'est pas moi, ça n'est pas un métier. Mais vous n'êtes pas contre la féminisation des mots, vous, l'académicienne. Mais pas du tout, j'ai fait travailler une commission à l'Académie sur la féminisation des mots. Je ne suis pas contre, mais je pense qu'il ne faut pas féminiser n'importe quoi. Oui. Voilà. Oui. Et que tout de même, il y a une règle implicite, c'est que les fonctions sont plutôt invariables, parce qu'elles ne sont pas attachées à la personne. Oui. Alors quand même, vous êtes grand croix de la Légion d'honneur. Et là, on peut le dire, très peu de femmes, hélas, ont eu ce qui est la plus haute distinction française de la Légion d'honneur. Simone Veil, évidemment, l'a eu, Geneviève Antonos de Gaulle l'a eu, et vous, très peu de femmes. Oui, mais il y en a tout de même. Je dois dire que au départ, si vous voulez, on donnait plutôt la Légion d'honneur aux gens qui mouraient sur le champ de bataille ou qui se distinguaient sur le champ de bataille. Et pendant des siècles, les femmes n'étaient pas, sauf Jeanne d'Arc, n'étaient pas sur le champ de bataille. Mais maintenant, cela dit, Napoléon, en créant la Légion d'honneur, l'a créée aussi pour les services civils rendus à l'État et à la nation. Mais on l'a plutôt d'abord attribué aux militaires, et puis on a retrouvé l'autre aspect de la décoration avec le temps. Oui, et donc c'est comme ça que des femmes sont arrivées. Voilà. Donc vous, grand croix de la Légion d'honneur. Ben oui. Qu'est-ce que ça fait d'être à ce niveau de reconnaissance pour vous? Eh bien, je suis très reconnaissante à l'État qui m'a donné, et au président de la République qui m'a accordé cette décoration. Oui. Voilà, c'est surtout ça. Moi, je ressens ça comme un immense honneur et une obligation d'en être digne. Hein. Oui. Et récompenser aussi votre parcours incroyable. Vous étiez apatride. Et aujourd'hui, vous êtes Grand Croix de la Légion d'honneur, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Oui, vous êtes arrivé en France apatride. Oui, mais je vais vous dire, je suis née en France, mais mes parents, à ma naissance, avaient la possibilité que j'ai la nationalité française ou que je reste apatride comme eux. Et ils étaient convaincus, alors ça, que devenir français, c'était un honneur qu'on devait choisir consciemment. J'ai été élevée dans cette idée. On m'a dit, c'est toi qui le décideras parce que tu dois le demander à la France, qu'elle te donne sa nationalité. Ce n'est pas un automatisme. Bon, les gens considèrent que maintenant qu'on peut devenir français comme ça. Moi, je crois au contraire que ça doit être un choix délibéré, une demande délibérée, qu'il faut en manifester l'intention, parce qu'on sent ce que ça représente. Oui. Moi, j'ai été élevée dans cette idée, et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire passer quand j'étais membre de la commission des sages pour la nationalité, que Jacques Chirac avait mise en place en 1987. Et nous avions voulu précisément que l'attribution de la nationalité ne se fasse pas comme ça, par une advertence. Pourquoi ? Parce que c'est quoi finalement être français pour vous, Hélène Carrère d'Ancos ? C'est très important. C'est un honneur formidable. Et j'ai été élevée dans cette idée. Je dois dire que j'ai toujours su que c'était très important. Et vous savez, quand je suis devenue française... Vous êtes devenue française à l'âge de 21 ans ? Oui, parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on devait aller dire où je veux être français ou je ne veux pas être français. Et je suis allée le dire, et je dois vous dire que ça a été un drame dans ma vie, parce que j'ai vraiment été très, très offensée. Parce que je suis arrivée, j'avais appris la Constitution par cœur. Mais j'étais impeccable. Et je m'attendais à me trouver devant un drapeau, à pouvoir montrer à quel point j'étais préparée. Je dois dire que je me suis trouvée devant un fonctionnaire de la justice de paix, dans un bureau sale, envahi, où il n'y avait pas du tout l'ombre d'un drapeau. Et quand j'ai dit à ce monsieur, je vais vous chanter la Marseillaise et réciter la Constitution, il m'a dit, écoutez, ne me faites pas perdre mon temps, voilà votre papier, au revoir. Ça vous a vexé ? Ah, mais j'ai trouvé ça... Bon, c'était quelque chose que j'avais attendu, qui comptait. Oui. Vous vouliez chanter la Marseillaise et réciter la Constitution ? Mais absolument. Puis
Bah, aux États-Unis, c'est comme ça, et je pense que justement, la main sur le cœur, enfin, il faut des symboles. On n'est pas français comme ça. On l'est quand on a la chance de le devenir, alors que ça n'allait pas de soi. C'est un grand jour. Et ben, le grand jour a été raté. Oui. Et je me suis battue pour qu'on introduise quelque chose. Je ne suis pas sûre encore qu'on y soit arrivé vraiment. Oui. Mais pour les gens qui le deviennent, je souhaite véritablement qu'on réfléchisse à ce problème. Parce que pour vous, c'était pas évident. Hein. Votre papa était géorgien, votre maman germano-russe. Voilà. Et venant d'un milieu qui avait connu les tragédies de l'histoire. Oui, mais et qui était, dans ma famille, on avait toutes les nationalités de l'Europe, pratiquement. Donc, si vous voulez, on avait, d'une certaine façon, on pouvait choisir. Et d'ailleurs, ma mère, qui était née italienne, elle était germano-russe, mais comme elle était née à Florence, elle était italienne. Et quand elle s'est mariée, elle a renoncé à sa nationalité, tout simplement pour être comme mon père, apatride. C'est un choix qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que ce qu'on était, je veux dire, la fidélité à un pays, se choisissait, dans la mesure où on pouvait. Et je crois que c'est très important, parce qu'à ce moment-là, on est infiniment attaché au pays qui est le vôtre. Ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est quelque chose de réfléchi. Et au fond, vous vous êtes sentie aussi européenne. Vous allez d'ailleurs devenir élue européenne à un moment donné de votre vie. Et ça, c'était un fondement de votre vie. J'ai toujours cru à l'Europe, si vous voulez. Quand j'étais étudiante, j'ai eu des professeurs qui nous emmenaient, j'ai connu un professeur qui nous emmenait à Strasbourg pour arracher des poteaux frontières. Donc c'est dire que c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Je pense que c'est très important. Et j'ai toujours cru à l'Europe. Bon, j'ai passé 5 années de ma vie au Parlement européen. Je dois dire, je suis un peu triste parce que je trouve que l'Europe n'a pas progressé. Elle est à l'heure de la réflexion. J'ai fait ce que j'ai pu quand j'y étais, mais on n'est pas toujours là où on peut. Voilà. Oui. Je m'étais battue à l'époque pour Maastricht, pour le traité de Maastricht. Là aussi, je dois dire que quand je regarde en arrière, je trouve que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Bon. Et cette Europe aujourd'hui, elle vous fait peur, Hélène Carrère-Dancos ? Non, peur, c'est un sentiment que je n'éprouve pas. Je dois dire, je crois qu'on doit avoir peur de rien. Mais elle m'attriste. Le Brexit a tout de même signalé qu'on pouvait être à l'intérieur de l'Europe et qu'on pouvait avoir envie de s'en aller. Oui. Je dois dire que je pense que c'était l'occasion pour l'Union européenne, pour ceux qui la dirigent, d'une grande réflexion. Comment se fait-il qu'un grand pays se soit trouvé mal à l'intérieur de cette communauté? Parce que l'Europe, vous dites, est menacée de mort, au fond. Qu'est-ce qui peut se passer? J'espère que non. Je ne crois pas qu'elle soit menacée de mort, mais je pense qu'elle s'est affaiblie, que c'est tout de même... Il faut qu'elle réapprenne à vivre, mais que le départ de l'Angleterre devait faire réfléchir davantage. Pourquoi est-ce que les gens... Pourquoi est-ce qu'un grand pays n'est pas content? Il est clair qu'il y a une bureaucratie d'une lourdeur épouvantable, que ce n'est pas ça l'Europe. L'Europe, c'est la culture d'abord. Et ça, malheureusement, c'est un des aspects de l'Europe qui a été raté, je dois le dire. On dit que Jean Monnet avait dit nous aurions dû commencer par la culture. Personne ne sait s'il l'a dit vraiment, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand on a fait l'Europe, on a regardé le modèle de l'unité allemande, le Zollverein, l'union douanière, sans s'apercevoir que les Allemands avaient une culture commune. Et tandis que les Européens n'avaient pas une culture commune, et on n'a pas assez insisté là-dessus. C'est peut-être ce qui explique une certaine faiblesse. Et je dirais que le poids de l'Europe se soit déplacé sur des éléments bureaucratiques, ce qui est regrettable. C'est pas ça, l'Europe. Oui, dans votre vie, on l'a bien compris, votre passion pour la Russie, on va en parler, qui j'allais dire presque dans vos racines familiales, l'Empire éclaté, qui a été un ouvrage annonciateur de l'éclatement de l'Union soviétique. Vous avez été la première à le dire. Et au fond, vous dites, aujourd'hui, il y a une menace russe ou pas? Non, non. Je veux dire, je ne crois pas qu'il y ait une menace russe. La Russie n'est pas une menace. La Russie est un grand pays qui a tout de même su, tout seul, ce sont les Russes, qui ont su détruire le système totalitaire. Il ne s'est pas évanoui comme ça tout seul. Il s'est évanoui par l'effort d'hommes courageux comme Gorbatchev, etc. Bon, ça, c'est la première chose.
la Russie a su se débarrasser d'un empire, décoloniser pacifiquement, sans faire couler le sang. Enfin, c'est bon. Et c'est un pays qui s'est réduit. Ça reste le plus grand pays territorial du monde, mais tout de même, il s'est réduit de 20%. Hein, c'est pas rien. Bon, ça prouve que ce pays est un pays qui n'est pas... C'est pas un pays méchant, mais c'est un pays compliqué. Oui. C'est un pays immense. Qui explique pourquoi, et vous le racontez dans ce livre, La Russie et la France, pourquoi finalement on ne comprend pas la Russie, et l'Europe ne comprend pas la Russie. Oui, d'abord, mon premier problème, c'était la Russie et la France, parce Oui. que je pense que ce sont deux pays qui avaient toutes les raisons de s'entendre. D'abord, pour une raison simple, ils sont situés à deux extrémités de l'Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre eux de conflits territoriaux. Il se trouve qu'au cours de l'histoire, ça a été deux grandes puissances impériales, mais ces deux puissances impériales ne sont pas allées dans la même direction. Elles n'ont pas été en concurrence pour les empires. La Russie était en concurrence avec l'Angleterre, la France a été en concurrence avec l'Angleterre, mais les deux pays n'étaient pas en concurrence. Ils n'ont pas été en concurrence pour des raisons commerciales. Ils auraient dû s'entendre. Et je dirais que la Russie regardait vers la France, a toujours regardé vers la France avec une passion extraordinaire. Oui. Alors que de l'autre côté, vous dites aussi comment, du côté de la France, on trouvait que la Russie, c'était des barbares, qu'au fond, on ne les comprenait pas. On a eu peur dans un premier temps, la Russie est un pays qui avait disparu du paysage européen. Il ne faut pas oublier que ça a été jusqu'au XIIe siècle, jusqu'à la fin du XIIe siècle, un grand pays d'Europe. Ça a été la pointe avancée de Byzance, c'est-à-dire de la chrétienté, à l'époque de l'unité. Et puis, est arrivée une invasion, l'invasion mongole, qui a arraché la Russie à l'Europe pendant 3 siècles. L'Europe occidentale s'est développée, elle a traversé le Moyen-Âge, elle a découvert la Renaissance, et tout d'un coup arrive cette Russie, dont on avait même oublié l'existence, et qui s'est tournée vers le pays européen le plus brillant, c'était la France. La France, c'était à la fois l'éclat culturel, c'était l'éclat politique, enfin c'était le pays qui était à la tête, je dirais, de l'organisation du continent. Et forcément, c'est à la France que les Russes se sont adressés pour se faire reconnaître comme un membre de cette main tendue n'a pas été reçue. Pas du tout. Alors que, tout de même, au XIe siècle, il y avait une princesse de Russie qui a été reine de France, Anne de Kiev, et elle a même laissé, je dirais, c'est tout de même pas rien, à Reims, elle a laissé un évangéliaire en slavon, sur lequel les rois de France prêtaient serment au moment du couronnement. Bon, tout ça était extraordinaire. Dans un premier temps, il est clair que la France a regardé tout simplement ce pays dont on ne savait que ce que racontaient les voyageurs, c'est-à-dire qu'il y avait des alcooliques, que tout ça c'était des sauvages qui battaient les femmes, enfin c'était des récits de voyage assez folkloriques, très drôles, talentueux, mais qui n'étaient pas engageants. Ça a été la première image, et on n'a pas voulu reconnaître ces gens-là. Dans un second temps, et je dirais que c'est venu très vite la question, parce que Pierre le Grand, qui incarne, je dirais, la montée en puissance de la Russie au XVIIe siècle. Pierre le Grand est venu en Europe en 1696. Il a fait le tour de toute l'Europe. Et dans la France de Louis XIV, où il serait volontiers venu, c'était là qu'on allait, on n'a pas voulu. On a considéré qu'on n'avait pas de temps à perdre avec cette espèce de sauvage dont on ne savait pas qui il était. Ça, c'était le premier temps. Le second temps était différent. Le second temps qui commence, au fond, avec Catherine II. Il y a eu des tas d'autres souverains. Entre-temps, la Russie est devenue, a marqué. Pierre le Grand avait tout de même fait des conquêtes, il a porté son pays très haut. Sa fille, l'impératrice Élisabeth, avait introduit le français, la culture française, les modes françaises à la cour. Et puis est arrivée une souveraine qui s'appelait Catherine, une petite Allemande qui s'est emparée du trône. Et Catherine, qui sera la grande Catherine, Catherine II, c'était une petite Allemande qui a appris le russe, mais surtout qui avait la passion française. Elle avait une passion culturelle, elle connaissait admirablement la langue française. Savez-vous que cette femme, dont le français n'était pas la langue maternelle, annotait tous les documents, car c'était une grande travailleuse, tous les documents qu'on lui soumettait, elle les annotait en français. Oui. Et elle correspondait avec tous les Français. C'est une histoire absolument romanesque et incroyable, ce que vous racontez. Alors, sous son règne, les choses changent. Vous dites, les relations entre la Russie et la France, c'est romanesque. C'est très romanesque, sauf que, si vous voulez,
elle ne se situe pas toujours sur le même plan. Après le mépris, la France a vu monter cette Russie et elle s'est dit surtout qu'est-ce que c'est que ce pays qui, au fond, qui se prend pour un grand pays. Et la seconde étape des relations, ça a été la tentative de l'affaiblir. Et au fond, la France a installé autour d'elle une sorte d'anneau protecteur formé de la Suède, de la Pologne et de l'Empire ottoman, qui était d'abord un anneau protecteur contre l'Empire des Habsbourg et qu'on a tourné contre la Russie. Et chaque fois que la Russie relevait la tête, hop, on soulevait l'un de ces pays pour lui faire des ennuis. Ce qui est incroyable, c'était une relation absolument avec des rebondissements permanents que vous racontez dans ce livre absolument formidable. On aurait tenté de vous dire, même si ça s'arrête de Pierre le Grand à Lénine, votre livre, on dirait aujourd'hui, c'est un tsar, ce Poutine que vous connaissez, que vous avez rencontré. Est-ce que l'image qu'on en a en France est la bonne, ou est-ce que cette grande méprise continue encore ? Elle continue d'une certaine façon, parce qu'on continue à se dire... C'est un pays bizarre, pas comme nous. Ça, c'est l'héritage, si vous voulez, de la première période historique. C'est aussi un pays puissant. On ne sait pas s'il ne serait pas dangereux. Donc, si vous voulez, on a hérité de ces sentiments qui ont évolué au fil du temps. Et en plus, on ne comprend pas très bien comment ce pays a réussi tout seul à se sortir et du totalitarisme. N'oubliez pas tout de même que l'Allemagne nazie, qui a eu un système du même type, qui n'a duré que 13 ans. Il a fallu une guerre mondiale pour abattre ce système. En Russie, ça a duré 75 ans, et puis il n'en reste rien. Et aujourd'hui, à la tête de la Russie, il y a un homme qui est déjà un homme qui incarne un pays post-totalitaire, post-colonial, et qui, de surcroît, représente... Enfin, il est à la tête d'une nouvelle génération. 30 ans se sont passés depuis la fin de l'Union soviétique. Ça n'a plus rien à voir. Et on voit monter une nouvelle génération, et on voit d'ailleurs ça dans ce que fait Poutine en ce moment. Il est en train de faire monter cette nouvelle génération. C'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le totalitarisme. Et lui-même, mais on continue à avoir, si vous voulez, les mêmes idées. On a toujours considéré que les Russes étaient inquiétants. Alors forcément, on le regarde, on se dit, il est méchant. Oui. Il va faire des horreurs. C'est comme ça qu'on le voit d'ailleurs, souvent en Europe, et en France en particulier. Bon, ça n'a rien... Il y a même, je dirais, un préjugé. On dit que c'est un homme du KGB. Ce qu'on oublie, c'est que le KGB, à l'époque où il y était devenu une espèce d'administration. Il n'a pas été, non, il ne s'est pas occupé d'arrêter des gens, ni de les torturer. Il faisait de l'espionnage économique en Allemagne, ce qui n'a aucun rapport. Donc vous dites, on continue, on persiste à ne pas comprendre. À considérer ou que ce sont des gens très bizarres, et surtout que ce sont des gens inquiétants. Alors ce qui est vrai, Poutine est à la tête d'un État compliqué. 11 fuseaux horaires, c'est pas rien. À l'autre bout du pays, quand on décide quelque chose à Moscou, ça n'intéresse personne parce qu'ils se sentent d'un autre pays pratiquement. Les gens qui sont à la frontière chinoise, vous comprenez que les décisions de Moscou, ça n'est pas leur problème. Il y a un nombre de nationalités considérables. Il y a de grandes religions et des petites religions. C'est-à-dire que c'est d'une variété, on parle 100 langues dans ce pays. Comment vous gardez l'unité d'un pays comme ça ? L'Union soviétique s'est défaite. Aujourd'hui, Poutine est devant une mission que le pays ne se défasse pas. Parce que malgré toute cette variété fait que ça peut très bien continuer la décomposition. Et ça explique évidemment qu'il a une conception relativement autoritaire de la manière de gouverner. Mais il faut le comprendre, ça ne peut pas être autrement. Oui. Parce que cette diversité, elle suppose tout de même qu'il y ait quelque part une main de fer dans un gant de velours. Vous resterez passionné jusqu'au bout, Hélène Carrère-Dancos. Vous n'avez jamais fini avec cette histoire de la Russie. Ah, j'ai pas fini, non. Jamais fini. Non, rassurez-vous, et je continue. Ah, c'est vrai. J'ai d'autres projets, évidemment. Et c'est parce que c'est un puissant fond pour vous. C'est une sorte de fascination permanente. Mais écoutez, c'est une histoire incroyable, fantastique. J'ai de la ressource. Je peux vous dire que je m'interroge entre 3 sujets pour me lancer dans les jours qui viennent. Et tout simplement parce que c'est intéressant, et parce que c'est un complément de notre histoire européenne, sans laquelle l'histoire européenne n'est pas complète. Et sans laquelle on ne comprendra pas l'avenir. Et on ne peut pas aborder l'avenir, parce que qu'est-ce que c'est que le continent européen dans ce monde ouvert, où il y a des immenses pays comme la Chine, comme l'Inde? Qu'est-ce que c'est que l'Europe en face de ça? C'est pas grand-chose. Et pour qu'elle existe, il faut au moins qu'elle rassemble tous ces éléments.
Et il faut qu'elle rassemble la Russie, et je dirais qu'elle n'abandonne pas l'Angleterre. Merci beaucoup. Hélène Carrère d'Ancos de l'Académie française, secrétaire perpétuelle. La Russie et la France, de Pierre Legrand à Lénine, publié chez Fayard. C'était un bonheur de vous recevoir. Merci Hélène Carrère d'Ancos. Et moi, je vous remercie de m'avoir reçu.